Bonsoir Justine. Bonsoir David, bonsoir à tous. On est donc sans doute entré dans la première phase de cette grande contre-offensive, une phase de préparation. Quelle est-elle ? Bien, cette première phase, c'est de frapper les bases arrières, les centres de commandement, les lignes d'approvisionnement, toute la logistique d'appui russe, y compris les voies de communication et d'approvisionnement. Autrement dit, frapper en profondeur à 50, 100, voire 150 km derrière le front. Et c'est typiquement ce qu'il s'est passé la nuit dernière avec cette frappe de l'armée ukrainienne à Melitopol. Vous allez voir, ces 7 grandes villes au sud, à 150 000 habitants avant la guerre. C'est le fief de l'occupation russe dans toute cette région de Zaporijia. C'est aussi et surtout un nœud logistique ultra important pour les Russes. Kiev a justement visé un dépôt de locomotives qui est situé, on le voit ici, à plus d'une centaine de kilomètres de la ligne de front. Alors, comment ont-ils fait, alors même que les fameux HIMARS, les lance-roquettes américains d'une portée de 80 km, sont incapables de bombarder si loin ? Eh bien, les Ukrainiens ont utilisé des GLSDB. Ce sont ces nouvelles bombes guidées qui viennent justement d'être livrées par les États-Unis. On les appelle aussi des bombes planantes. L'Ukraine avait déjà frappé Melitopol la veille et Moscou l'accuse aussi de 2 autres attaques la semaine dernière en territoire occupé. Dernière précision, les avions de chasse, les fameux MiG-29, livrés dernièrement par la Pologne et par la Slovaquie, pourraient aussi être utilisés, même s'ils sont encore très peu nombreux. Donc, première phase, l'idée c'est d'affaiblir l'arrière du front russe. Quelle sera la deuxième phase ? Bien, la deuxième phase de cette contre-offensive, c'est l'attaque des chars, ces fameux chars d'assaut qui commencent à arriver sur le front. Les Ukrainiens les montrent, vous le voyez fièrement sur cette photo. On voit au milieu le char Challenger 2 entouré de blindés légers. Et Resnikov, vous allez le voir, se met même en scène à l'intérieur d'un de ces chars britanniques. Au total, on estime que 35 chars lourds flambant neufs sont arrivés en Ukraine, 14 venus du Royaume-Uni, 18 Challenger 2 Léopard 2 de la part de l'Allemagne et 3 de la part du Portugal. Les autres vont suivre. Ces chars seront l'avant-garde de l'assaut au sol et c'est avec eux que les soldats ukrainiens vont tenter de franchir ces fameuses lignes de défense construites par les Russes cet hiver. Des dents de dragon, des fossés anti-chars et des tranchées sur des centaines et des centaines de kilomètres. Les Russes, on le sait, ont passé des semaines à les construire, notamment au sud, sur la rive est du Dniepr et aux portes de la Crimée, on les voit ici, et face à la ville de Zaporijia, mais également à l'est ici, sur toute la ligne de front du Donbass, et puis également au nord, on le voit, pour sécuriser leur position dans l'oblast de Louhansk et même, on le voit, à la frontière nord entre l'Ukraine et la Russie. 2 atouts pour les Ukrainiens dans cette bataille. Ces nouveaux chars, d'abord, sont bien plus perfectionnés que les vieux chars russes de l'ère soviétique. Et ensuite, dans la bataille d'artillerie qui accompagne cette offensive des chars, eh bien là encore, l'avantage technologique est du côté des Ukrainiens. Alors pourront-ils franchir ces fameuses lignes russes ? Eh bien, le Wall Street Journal, qui a détaillé justement cette semaine le plan de bataille, précise que les fortifications ne sont un obstacle que si elles sont bien défendues. Si les troupes russes n'occupent pas les tranchées, l'Ukraine peut les détruire au bulldozer et avancer. Ça veut dire beaucoup d'hommes sur des centaines et des centaines de kilomètres pour défendre ces tranchées. Bien, la première phase, la deuxième phase, quelle sera la troisième phase ? La troisième phase, après la destruction des bases arrières, après l'artillerie, après les chars, les forces terrestres ukrainiennes seront susceptibles d'avancer en grand nombre, indique le Wall Street Journal. Alors pourquoi ? Eh bien parce que là aussi, il y a un game changer, comme disent les experts anglo-saxons. Kiev a désormais des véhicules de combat blindés. Et là encore, c'est Resnikov qui montre l'arrivée de ces premiers engins. Vous allez le voir, en l'occurrence, il s'agit de Marder allemands. Kiev possède aussi déjà 14 AMX-10 RC français et des Bradley américains. Alors en quoi est-ce décisif ? Eh bien parce que ces véhicules permettent justement de transporter les hommes en sécurité derrière un blindage. Et puis d'ouvrir également la voie à d'autres véhicules blindés capables de transporter des dizaines d'hommes chacun. C'est le cas notamment des Strykers fournis par les Américains. Bref, si on résume, on peut dire que oui, la phase de préparation de cette grande contre-offensive semble avoir commencé et que oui encore, l'Ukraine est en train d'engranger peu à peu le matériel qui lui permettra de la mener, ou en tout cas de tenter de la mener. Et puis rappelons également que cet homme, Mikhailo Podolyak, principal conseiller
de la présidence ukrainienne avait indiqué que cette contre-offensive pourrait commencer au début ou au milieu du mois de mai, donc dans un peu plus d'un mois. Merci Justine. Voilà, le tableau général est dressé. Tout dernier point, maintenant qu'on a les pièces du puzzle, est-ce qu'on sait, mais je devine un peu votre réponse, où cette contre-offensive va-t-elle commencer, à quel endroit va-t-elle s'opérer ? Bien ça, évidemment, c'est la grande question. Pour cela, il y a plusieurs hypothèses. La première serait d'avancer depuis la ville de Zaporijia. L'idée, on le voit, serait de couper le front en deux et d'avancer en direction de Mélitopol et de la mer d'Azov. L'autre hypothèse, c'est celle du Donbass, avec l'objectif de prendre Donetsk et de sécuriser ici Bakhmout. C'est évidemment l'hypothèse la plus symbolique, la plus ambitieuse et aussi la plus coûteuse. Et puis la troisième hypothèse, on la voit, libérer une partie de l'oblast de Louhansk en avançant le long de la frontière nord. De toute évidence, ce choix n'est pas encore arrêté. Et pour le Wall Street Journal, Kiev conservera une approche flexible, sondant les points faibles de la défense russe. Bref, l'arbitrage se fera peut-être quelques jours seulement avant d'attaquer. Souvenons-nous que lors de la première contre-offensive ukrainienne à l'automne, septembre, octobre, novembre, jusqu'au dernier moment, on n'avait pas su. Ils avaient dit on va attaquer Kherson. Et finalement, ils avaient attaqué à Kharkiv. Oui. Et puis, quelques semaines après, ils avaient attaqué aussi à Kherson, quasiment les deux en même temps. Donc, il y avait eu quand même un effet de surprise. Ils avaient fait cette contre-offensive avec 30 000 hommes. Donc, quand on s'interroge sur le nombre de combattants ukrainiens, bien sûr, là, c'est une contre-offensive d'une toute autre ampleur qu'on attend dans 5, 6, 7 semaines. Mais 30 000 hommes, ils avaient mené à bien cette tâche. 30 000 hommes, c'était pour le seul front de Kharkiv. Merci, Justine. Je me tourne vers vous, Pierre. Est-ce que pour vous, on a effectivement, le Wall Street Journal et nous-mêmes, en le complétant, on a la physionomie de ce que sera cette grande contre-offensive ? Oui, je trouve que le sujet de Justine est très stimulant intellectuellement. Donc on ne sait pas, enfin ce qui a été décrit, c'est tout à fait la gymnastique, la grammaire militaire qui pourrait se développer. Évidemment, on ne sait pas sur quel point. Les Ukrainiens eux-mêmes, peut-être, n'ont pas arrêté parce qu'effectivement, il y a une question aussi d'opportunité. Il y a le renseignement fourni par les groupes de partisans qui sont derrière les lignes russes. Et puis, il y a aussi un élément qui peut nous induire en erreur, légitimement. C'est qu'en général, quand vous préparez une très grande offensive, vous construisez ce que les militaires appellent une opération de déception. C'est en fait une opération de ruse qui va consister à faire tout l'art de la guerre, l'opération Fortitude pour le débarquement du 6 juin, où on essaye les anglo-saxons montent un système très sophistiqué pour faire croire aux Allemands que l'attaque n'aura pas lieu en Normandie, mais dans le Pas-de-Calais. Donc vous pouvez parfaitement avoir une opération de déception vis-à-vis des... puisque on n'arrête pas de parler... Ça s'appelle déception. Déception. C'est en fait une ruse. Oui. C'est déception. C'est-à-dire déception parce que l'adversaire se dit « Ah bah oui, bah c'est bien sûr, ils vont attaquer sur Mélitopol puisqu'ils ont frappé derrière, etc. Donc je vais faire bouger mon corps de bataille puisqu'il est assez chichement compté du côté russe. Et puis évidemment, c'est pas là où les choses vont se passer. Donc il peut y avoir cela, mais ce qui a été décrit paraît tout à fait cohérent. Autre élément, c'est qu'on peut avoir un axe majeur de pénétration, non pas avec la trentaine de chars modernes, parce que ça, ils sont très modernes, mais c'est pas du tout ce dont on parle. Ce dont on parle, c'est 300 chars. Oui. 300 chars. Mais ils sont en train d'arriver, c'est ça. Non, mais ça ne sera pas... Enfin, à mon avis, les Ukrainiens ne pourront pas attendre 300 chars modernes. Ils le feront. Les Ukrainiens ont 500 chars lourds de conception soviétique, dont une partie a été récupérée sur les Russes eux-mêmes. Mais si vous voulez avoir un coin d'acier, si vous voulez véritablement avoir un effet, alors avec tout ce qui va avec, c'est-à-dire des frappes de drones, d'avions de combat, l'artillerie sur les arrières, des pénétrations de commandos de forces spéciales de nuit pour aller détruire les postes de commandement ou dézinguer, mettre hors de combat, tuer des chefs militaires comme ça a été fait à Voledar, où le patron des forces spéciales russes a été tué dans son poste de commandement avec un certain nombre de ses officiers. Et puis après, est mis en œuvre ce qu'on a montré. Je vais juste apporter une petite précision technique. Il ne faut pas confondre les chars AMX-10 RC roues-canon français, qui sont des chars qui ne débarquent pas du personnel, mais qui ont une capacité feu de destruction
pour préparer le déploiement de l'infanterie avec les véhicules blindés de combat d'infanterie qui transportent des groupes de combattants, de fantassins, qui vont être approchés au plus près de la ligne de feu, qui sont protégés de ce que les militaires appellent la ferraille du champ de bataille. La ferraille du champ de bataille, c'est toutes les munitions de petit calibre. Ils sont à l'intérieur du blindage. La ferraille du champ de bataille. La ferraille du champ de bataille, c'est ainsi qu'on appelle ça. L'argot militaire. Et donc le véhicule blindé de combat d'infanterie qui a un canon, des mitrailleuses, va aller au plus près de la ligne de confrontation, va lâcher son groupe de combattants, 6-8, sachant que c'est démultiplié, et va appuyer avec les fantassins dans un temps vont se protéger derrière le blindage, ils vont être appuyés par la capacité de feu du véhicule blindé de combat d'infanterie. On n'a pas cité le VAB, véhicule de l'avant blindé français, qui rentre dans la gamme, et c'est tout ça qui peut permettre, si vous voulez, de bousculer. Et une dernière chose par rapport au sujet... Parce que j'ai 2 questions à vous poser, il y en a 1000 qui viennent à l'esprit quand on voit ça. Très rapidement, est-ce qu'on peut défoncer les lignes de défense? Voilà, alors ça en est une. Voilà. Alors, est-ce qu'on peut les défoncer, ces fameuses lignes de défense? Depuis des mois, les Russes sont en train de les ériger. On peut les défoncer, et c'est notamment ce que l'Allemand von Manstein, en 1942, a fait quand il a attaqué la Crimée, qui était, mais alors blindée. Les Soviétiques ont construit des lignes de défense, ont mis des champs de mines, ils ont mis même des mines en bois, à structure de bois, pour que les pionniers, les sapeurs allemands ne puissent pas les détecter. Et von Manstein, non seulement a fait la conquête de la Crimée, mais a même pris la base de Sébastopol qui était imprenable. Donc, quand vous mettez le paquet, quand vous avez les éléments, ça peut se faire. Et vous avez un élément important, c'est que les Français ont fourni des moyens du génie, des moyens de franchissement des brèches humides, des rivières, des fleuves. Pour franchir les dents de dragon, les tranchées. Les dents de dragon et surtout les coupures d'eau qui se trouvent à différents endroits, ça peut être franchi également. Donc ça demande de la concentration de feu, des moyens, mais ça, dans l'histoire de la guerre, ça s'est déjà fait. Et simplement pour vous, ce bombardement à Mélitopol, on est dans la préparation effectivement de cette contre-offensive, soit la préparation, avec ce genre de bombardement, soit de la déception. Oui. C'est-à-dire pour pousser soit du leurre. Mélitopol paraît censé, parce qu'on est vers la mer d'Azov, et que vous avez effectivement un axe routier important qui permet notamment de remonter sur Mariupol. Si vous remontez au nord, vous avez Mariupol. Donc c'est censé, le fait de couper le front en deux au niveau de la mer d'Azov, au niveau de Mélitopol, c'est pertinent. Mais les Russes aussi se disent que c'est pertinent. Donc moi, je serais officier d'état-major, je montrais une opération sur Mélitopol pour dire oui, c'est là qu'on va le faire. Et donc soit les Russes le croient, ils font un mouvement, soit ils ne le croient pas. Et dans ce cas-là, j'attaque sur Mélitopol parce qu'ils n'ont pas bougé. C'est ça, oui Vincent. Alors, si vous voulez, il y a ce concept nébuleux au sens strict du terme, le brouillard de la guerre, que l'on invoque assez souvent. L'important, ce n'est pas seulement de pouvoir étendre le brouillard de la guerre, mais c'est d'en choisir la couleur et la densité. C'est ce que font les Ukrainiens. Et notamment en jouant d'une sorte d'excès de transparence qui devient aveuglant et qui, en fait, ajoute à l'opacité, à l'incertitude. L'art du leurre dont on vient de parler. Mélitopol, les autorités d'occupation locale dénoncent des frappes de HIMARS, notamment, des actes de sabotage, des attentats ciblés. Bon, ça peut être un objectif, ça peut être également une diversion, comme Pierre vient de le dire. Même chose, vous avez une chaîne russe qui s'appelle Dva Mayora, qui vient d'évoquer une concentration inaccoutumée de moyens en hommes et en matériel pour un éventuel franchissement du fleuve Dnipro. Bon, ce qui serait dans la logique, Zaporijia, Mélitopol. Bien. Nageurs de combat, à l'entraînement. Donc on commence à rassembler afflux les hommes, de pontons. les moyens. Ils évoquent la possibilité d'un regroupement de 12 000 hommes, ce qui n'est quand même pas anodin. Les embarcations, évidemment. Là encore, est-ce que c'est l'un, est-ce que c'est l'autre? Est-ce que l'on prépare l'hypothèse et qu'en fonction de la conjonction astrale, on ira là ou pas? Donc, simplement, ce qu'il faut garder à l'esprit aussi, c'est que la mécanique, notamment décrite par Justine, elle est formidable, mais il y a aussi des grains de sable. J'ai lu avec beaucoup d'intérêt ce matin une analyse de Stéphane Audran, qui est un officier de réserve de la marine, dans une revue en ligne qui s'appelle Theatrum Belli, donc le théâtre de la guerre en latin. Il dit attention, il faut aussi s'assurer, au moment venu, des chaînes de soutien qui sont encore fragiles côté ukrainien, c'est-à-dire en fait la possibilité d'une continuité logistique en ravitaillement et en munitions. Il insiste beaucoup sur le risque de pénurie de munitions. Et il souligne également qu'il faut... c'est très bien d'acheminer des chars lourds, notamment, mais il faut aussi une cohérence dans la manœuvre interarmes. Ça ne suffit pas d'avoir les moyens qui sont arrivés au pied. Donc, si vous voulez, il conclut, et je m'arrête là-dessus, sur le fait que dire son analyse en termes de moyens
de potentiel humain et matériel, c'est que les Ukrainiens pourraient attaquer sur 2 sites différents, dans 2 endroits, pas davantage à ce stade au regard de leurs atouts et de leurs handicaps. C'est ça, c'est un peu ce qu'ils ont fait à l'automne dernier. Oui. Donc, vous parlez de munitions. Et on pense immédiatement aux appuis occidentaux. Absolument. Une telle opération peut-elle se faire sans une concertation avec les états-majors? En tout cas, cette contre-offensive, elle est à l'esprit de tous. Sébastien Lecornu, le ministre de la Défense française, Paris va livrer des équipements terrestres nécessaires à la contre-offensive. Nous doublons la livraison d'obus. Contre-offensive, le mot maintenant est dans toutes les interviews, toutes les déclarations occidentales. Nous doublons la livraison d'obus, on est en plein dans les munitions. Et puis je voudrais vous faire écouter également Lloyd Austin, le ministre, le secrétaire à la Défense américaine, qui est optimiste. Lui aussi, il a cette contre-offensive en tête, et voilà ce qu'il en dit. I think, we'll see an increase in the fighting in the spring as conditions for maneuver improve. And based upon the things that we've done and continue to do, I think Ukraine will have a real good chance. Donc, Jean-Claude, est-ce qu'on évoque aux États-Unis cette contre-offensive comme peut-être le moment fort de cette guerre, le moment où tout peut basculer là-bas? En tout cas, si Lloyd Austin a fait cette déclaration, je rappelle qu'il a parlé devant la commission des forces armées du Sénat, une commission qui est influente, avec des gens qui sont parfois des militaires, parce qu'il y a des sénateurs ou des parlementaires qui ont été militaires, donc qui ont une véritable influence et une connaissance sur le terrain. Il sait, Lloyd Austin, qu'il a besoin de 2 choses. La première, il faut qu'il y ait du budget. Or, on l'a déjà dit, on a eu une petite crise, un semblant de crise bancaire aux États-Unis. Les gens ont commencé à s'interroger. Et donc, il faut maintenir la pression pour qu'il y ait l'argent. Ensuite, il faut continuer à maintenir cette pression pour que l'opinion publique continue à soutenir et que l'administration Biden, que le président soit complètement derrière. Donc, vous voyez, vous avez cette triple équation. Je dirais qu'il n'est pas innocent que nous sommes, que ça se passe en ce moment, parce que nous sommes à la fin du mois de mars. On va arriver à l'été américain à partir de la mi-juillet. Les choses vont commencer à s'adoucir à Washington. On travaille beaucoup moins. Donc, on sait qu'il y a une petite fenêtre de tir, non seulement par rapport à la contre-offensive qui est prévue pour le mois de mai, mais le signe, c'est que c'est maintenant que ça se joue. C'est dans les 2-3 mois où il faut soutenir au maximum la guerre en Ukraine. Parce que par la suite, à l'automne, on sera en pré-campagne électorale. Ah, mais de toute façon, donc, au-delà la vérité des prix, c'est au mois de mai. Absolument. Ça, de toute donc évidence. c'est tout de suite, que ça se joue. Donc oui, on en parle plutôt pas mal. Anne, je vous donne la parole, mais Pierre, petite précision, est-ce qu'on peut imaginer qu'un plan de cette importance puisse être conçu sans l'aval de Washington, sans l'aval de Londres ou de Paris? J'espère bien. J'espère bien que les Ukrainiens sont pas dans une dépendance, même s'ils dépendent énormément de l'armement de l'Ouest. J'espère qu'ils ne montrent pas ils informent leurs alliés, mais y compris pour des questions, si vous voulez, de confidentialité et de secret. Vous commencez pas à raconter vos plans. Alors, vous pouvez discuter avec des officiers d'état-major à distance, américains, britanniques ou français, de certaines hypothèses et de recueillir de leur part aussi, par rapport aux renseignements qu'ils ont donnés aux Ukrainiens, il peut y avoir un dialogue. Mais de là à demander une validation, etc., je ne crois pas. Et je pense pas que pour l'opération sur Kharkiv, dont vous avez parlé à l'automne dernier, où les Ukrainiens étaient parvenus à concentrer 30 000 hommes, sans que les services de renseignement russes ne les voient. Et 30 000 hommes, c'est pas 30 000 hommes en bicyclette. C'est-à-dire qu'il y a tout le matériel qui va avec, et les Russes n'ont pas vu cette concentration de force. C'est pour ça qu'il y a eu un effondrement du front devant. Mais non, moi je ne crois pas. Je pense qu'il y a des échanges, des discussions, mais de là à faire valider à l'étranger des plans, non, moi je ne crois pas. Il y a une souveraineté d'abord de l'Ukraine, même si encore une fois, son armement, sa puissance militaire dépend grandement de notre aide, nous, Européens, Américains et autres. Mais de là à demander la permission, non, je ne crois pas. Anne, est-ce que vous lisez, vous voyez, puisque vous consultez beaucoup la presse russe, la façon dont la Russie se prépare à cette grande épreuve de force, à cette grande bataille qui s'annonce? Alors, d'abord, côté ukrainien, l'affaire paraît en effet bien engagée, nous l'avons tous dit, c'est-à-dire que les Ukrainiens se préparent très activement, nous connaissons leur détermination, leur courage, leur ingéniosité,
Et puis, ce qui est remarquable, c'est la cohésion et la fiabilité et l'efficacité du soutien des pays occidentaux. Et donc, en effet, Justine l'a très bien montré dans ce reportage qui est très intéressant, que les affaires sont bien engagées. Ceci étant, il faut quand même à ce stade rester prudent parce que, justement, il y a beaucoup d'inconnus et parmi les inconnus, il y a la position de la Russie, c'est-à-dire en fait les forces armées russes. Alors ces forces armées russes, nous avons déjà constaté sur ce plateau et autres depuis quelques jours que pour le moment elles étaient dans une mauvaise position. Plusieurs indicateurs montrent que elles sont plutôt sur le recul qu'autre chose, qu'à l'offensive, notamment à Bakhmout, mais pas seulement. Et donc, à Bakhmout, où visiblement, pardonnez-moi de vous interrompre, les Ukrainiens, alors qu'on disait la ville perdue, ont choisi de rester au maximum parce qu'ils comprenaient que les pertes russes étaient immenses à Bakhmout, en particulier pour Wagner. On a des images, on les découvrira tout à l'heure, des cimetières de Wagner qui deviennent immenses, d'immenses cimetières. On a des vues aériennes de ces cimetières, donc effectivement de grandes pertes. De grandes pertes, on a beaucoup de signes en ce sens. Mais comme toujours, et nous l'avons très souvent dit, il ne faut jamais sous-estimer l'adversaire. Et donc, soyons prudents de ce côté-là. Et puis d'autre part, il y a d'autres inconnus. Et parmi les autres inconnus, moi je suis toujours... et particulièrement depuis la visite impressionnante de M. Xi Jinping à Moscou la semaine dernière, je suis toujours inquiète de la position qui va être prise par les Chinois. On ne sait peut-être pas tout de ce qui s'est dit lors de la visite du président chinois à Moscou et on n'est pas à l'abri de surprises. Regardez, on a appris tout à l'heure que l'Arabie saoudite rejoignait l'Organisation de coopération de Shanghai, organisation qui est dirigée, nous le savons, par la Chine et la Russie. Il y a là un signe, une signification qui est très importante et qui ne peut pas ne pas avoir de conséquences. Alors, c'est donc, vrai que... Une affaire bien engagée, mais restons très prudents parce qu'il y a encore beaucoup de choses qui peuvent se passer. Simplement sur la Chine, les États-Unis qui ont longtemps dit, il y a une quinzaine de jours, il y a 3 semaines, la Chine est en train d'envisager de livrer des armes à la Russie, a reculé. Oui. Et Blinken a dit récemment, à ce stade, et d'après nos connaissances, la Chine ne livre pas d'armes à la Russie. Et on sait que dans cette réunion Xi Jinping-Poutine, il y avait malgré tout une forme de distance sur les... Mais c'est vrai qu'on ne sait pas de quoi l'avenir se sera fait. Vous vouliez rajouter une chose, rapidement, ajoutons que Pékin a très mal pris le fait que 4 jours après la diffusion d'une déclaration conjointe russo-chinoise, Poutine aille en travers de ce qui avait été dit, à savoir pas de placement d'ogives nucléaires en dehors du territoire national. Bon. Rapidement, on a parlé du lieu. À mon avis, le choix le plus pertinent pour l'offensive, ce serait effectivement l'axe Mélitopol, parce que ça a le mérite de fracturer la continuité territoriale du Sud. Mais le choix du moment, à mon avis, est encore plus cardinal. Parce que quel est l'enjeu pour les Ukrainiens ? S'ils vont trop vite, leurs préparatifs seront insuffisants. S'ils attendent trop longtemps, l'industrie militaire russe, qui est quand même en train de monter en régime, la construction de nouveaux matériels, les munitions, etc., risque de renforcer la puissance moscovite. Et donc, je pense que le choix du moment est absolument crucial, indépendamment des aléas climatiques, bien sûr. 2 images. Le cimetière dont je vous parlais, on va voir les images en janvier et les images en mars. 2 mois d'intervalle. En janvier, 200 tombes de Wagner, ici. En mars, 2 mois plus tard, et notamment après la bataille de Bakhmout, le champ s'agrandit, on est passé à 5 à 600 tombes. Ça n'est qu'un des nombreux cimetières de Wagner. Un des nombreux cimetières, n'est plus en mémoire l'endroit exact où il se trouve. Enfin, à Krasnodar, voilà. Les pertes de Wagner, les pertes de l'armée russe sur ce front autour de Bakhmout et les villes autour, Advivka, on en a parlé également. Ce sont des pertes immenses pour les Russes et les Ukrainiens, jusqu'au bout, exploitent, entre guillemets, ce filon parce que énormément de pertes russes. L'autre image que je voulais vous montrer, c'est un visage. Et je voudrais vous poser la question, Pierre, est-ce que ça n'est pas aussi l'atout ukrainien ? Quand on parle des stratèges dans cette guerre, tout le monde s'accorde à dire
que Poutine n'est pas un stratège. Il a lancé cette invasion alors qu'il méconnaissait complètement l'état des forces. Tout le monde s'accorde à dire que Shoigu n'est pas un stratège. Ce n'est pas un militaire de carrière. Il a débarqué là parce que c'était l'ami de Poutine. Tout le monde s'accorde à dire que cet homme, ce n'est pas Zelensky, ce n'est pas non plus le ministre de la Défense ukrainien, c'est le chef d'état-major ukrainien, Zaloujny. Tout le monde s'accorde à dire qu'avec cet homme, ce chef d'état-major, l'Ukraine possède un stratège, le plus grand stratège de cette guerre. Est-ce que vous pensez que c'est la vérité ? Oui et non. Oui, c'est évidemment quelqu'un d'une pointure remarquable. Il y a pu avoir à certains moments des tensions avec le président Zelensky. Ces tensions sont complètement apaisées. Et le choix qu'il a fait sur Bakhmout, en concertation avec le président Zelensky, qui est tout à fait courageux, paye aujourd'hui. Pourquoi le non ? Parce que, vous savez, Saint-Exupéry disait toujours « le chef, c'est celui qui a besoin des autres ». Donc c'est pas le gars qui est tout génial, qui a tout compris, il travaille en collaboratif avec un état-major, il a des officiers supérieurs et des officiers généraux tout à fait brillants, il y a une imbrication très forte avec les civils, les responsables politiques, qui ne disent pas bah oui, il faut attaquer derrière le petit bois ou il faut passer derrière la colline, mais qui ajustent, si vous voulez, les propositions que font les militaires aux objectifs politiques qui sont fixés par l'exécutif ukrainien. Et c'est vraiment cette modernité. C'est là où, si vous voulez, par rapport à la tristesse qu'on peut avoir de voir la régression de la démocratie un peu partout dans le monde, ce qu'on voit, c'est que quand les démocrates, le collaboratif, l'absence de mensonges, le fait parfois de se confronter durement, il y a eu des confrontations difficiles sur Lugansk, Lysychansk, Sévérodonetsk, où il y avait discussion entre le pouvoir politique, le pouvoir militaire, est-ce qu'il faut tenir, est-ce que ça a été bien fait ? Eh bien, je dirais c'est toute cette intelligence qui permet au chef d'état-major de proposer au pouvoir politique, car dans une démocratie, le chef militaire suprême, c'est un civil, c'est pas un militaire. Et c'est tout ça qui fait qu'effectivement, il y a une intelligence de situation. Mais comme l'a dit Anne, attention aussi à la prudence, ne nous emballons pas. Et par rapport aux images que vous avez passées du cimetière des Wagner, il faut rappeler que les Russes sont à l'offensive depuis janvier, février, mars. Ils ont lancé une offensive généralisée sur 750 km de front. C'est les lignes en jaune qu'on a vues tout à l'heure. Un officier général français me disait, ils ont mis des vérins hydrauliques sur toute la ligne de front. Et ils ont poussé un peu ce que font les cambrioleurs qui essaient de casser les portes blindées. Ils mettent un vérin hydraulique et puis ils poussent. Voilà, toute cette partie jaune. Et qu'est-ce qui s'est passé durant ces 3 mois ? Les Russes sont parvenus, avec un niveau de perte considérable, à froisser les portes blindées sans faire claquer ni les serrures ni les gonds. Et ça, c'est l'intelligence de ce général qui est parvenu à construire, si vous voulez, cette structure-là, qui a fait de Bakhmout un mouroir, un cimetière à ciel ouvert, non seulement pour Wagner, mais pour l'armée conventionnelle, puisque l'armée conventionnelle russe attaquait sur les flancs de Bakhmout. Et donc, il y a certainement l'analyse du niveau de perte, dans la mesure où Poutine n'arrive pas à recruter. Il y a son plan de 500 000 qui ne fonctionne pas, il n'y a pas la mobilisation générale. Et donc, voilà, tous ces renseignements sont consolidés. Et la confiance qu'on peut avoir, c'est dans l'intelligence, la confrontation du renseignement à tous les niveaux qui va être croisée, et c'est ça qui donne après, espérons-le, une offensive ou des offensives qui pourront peut-être fracturer le front russe.